Post-Covid, les États-Unis ont connu ce qu'on a appelé la Grande Démission. Plus de 40 millions de personnes ont quitté leur job en 2021. En France, la vague a un peu suivi et alors, un Français sur deux songeait à se réorienter professionnellement. Et l'un des principaux facteurs, c'est la perte de sens. Là où le travail était simplement un moyen, il devient pour beaucoup un but. Fin 2022, 95% des cadres jugeaient important d'exercer un métier qui a du sens. Sauf que trouver du sens dans son job, c'est pas facile. Il y a des métiers à réinventer, il y a des métiers à revaloriser, et pour certaines personnes, il faut changer d'emploi dans lequel ils étaient pour trouver un emploi qui, lui, leur procure du sens. Et pour être certain de trouver un emploi aujourd'hui, il est important de maîtriser plusieurs langues, et notamment l'anglais. Alors je suis heureux de vous présenter notre sponsor du jour, Cambly. Cambly est une plateforme d'apprentissage de l'anglais en ligne. Alors à titre perso, je comprends assez bien l'anglais. Mais pour vous, Cambly m'a permis de tester une session avec un tuteur qui venait d'Angleterre, avec qui j'ai pu parler. Et j'étais moi-même étonné de voir que mon niveau d'expression orale avait diminué parce qu'en fait, je m'exerce jamais. Et c'est ça qui est génial avec Cambly, c'est que vous pouvez parler avec des tuteurs du monde entier. Parce que Cambly vous met en relation avec des personnes dont l'anglais est la langue maternelle. Franchement, c'est grave bien pour vous habituer aux différents accents. Et en plus, c'est vraiment flexible parce que vous avez des cours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez choisir vos cours selon vos objectifs, aussi bien personnels que professionnels. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est que vous pouvez, par exemple, planifier un objectif de réussite d'un examen. Par exemple, le IELTS, voilà, vous avez vu, j'ai encore besoin d'améliorer mon expression, merci Cambly. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut rencontrer différentes personnes venant du monde entier grâce à Cambly. Moi par exemple, dans mon cours, j'étais avec une japonaise et on a pu échanger sur nos différences culturelles entre la France et le Japon. Et ça tombe bien puisqu'en ce moment, Cambly propose une offre exceptionnelle. Avec le lien que je mets juste là et en description, vous avez accès à un cours d'essai gratuit et 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, que ce soit pour les cours en groupe ou individuel. Honnêtement, à titre perso, grâce à Cambly, j'ai pu essayer et je suis clairement devenu client. Donc si vous voulez vraiment apprendre l'anglais ou améliorer votre apprentissage de l'anglais, je vous conseille vraiment d'utiliser cette plateforme. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, pensez bien à mettre un commentaire, à laisser un j'aime et à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. C'est super important pour soutenir la chaîne. Bonne vidéo. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview. On a aujourd'hui la chance d'accueillir Julien Vidal. Salut Julien. Salut les gars. Salut Julien. Et tu as écrit un bouquin qui s'appelle Mon travail aura du sens et qui justement prend toutes les révolutions un peu qu'on a aujourd'hui dans la société et qui essaye de les faire passer justement par ce prisme du travail. Est-ce que c'est le truc le plus important qu'on a dans une vie, le travail? Je crois que ma génération, je ne sais pas quel âge vous avez exactement, mais est pile poil sur ce point de bascule où on a remis en cause justement cette priorité qui était donnée au travail. Je crois que les générations de mes parents notamment, on leur avait dit qu'ils allaient se libérer, exister socialement, économiquement grâce au travail. Moi, je suis arrivé à un moment où on commençait à avoir un peu ces frottements, la fin de cette promesse-là. Et j'aurais tendance à dire que les générations qui me suivent, elles, en sont largement revenues de la promesse qu'on existe grâce à un seul travail en particulier qui devrait normalement nous accompagner toute notre carrière, qui nous donne une assise financière qui va nous permettre de consommer, de s'établir, etc. Même pas mal de mes autres amis qui, eux, avaient joué le jeu au début, en sont pas mal revenus, tellement on est brinque-ballé au gré des crises, au gré des enjeux dont on va sans doute parler aussi, qui nous impactent et dont on ne peut plus se passer, ou en tout cas dont il est de plus en plus difficile de les mettre sur le côté de nos vies professionnelles. Tu mêles le côté justement développement durable, le côté écologie avec l'urgence écologique, et à la fois avec le développement personnel aussi. Le fait on peut trouver du sens dans notre travail, et en même temps ce sens-là, on va le trouver aussi parce que c'est nécessaire de le trouver. Enfin, il y a un peu une zone grise où tu mélanges un peu les deux, et je ne sais pas trop justement à quel point les deux sont liés, ou à quel point les deux en fait ne sont pas du tout corrélés, et tu les corrèles justement parce qu'il y a une vision peut-être politique derrière. Aidez-moi à comprendre votre question, j'ai besoin que vous qualifiez le développement personnel parce qu'on entend tout et son contraire sur ce sujet-là. C'est pour prendre l'exemple, je ne sais plus c'est à quelle page, tu donnes l'exemple de l'ikigai. Ouais, la méthode Ikigai, ouais. Je sais plus, c'est tout à la fin, ouais. On a effectivement des choses qui nous permettraient de centrer et d'arriver sur ce qui c'est de plus en plus une méthode qui est utilisée et qui vient en fait croiser, vous avez raison, plein d'autres manières de se poser la question sur l'état de notre vie, notamment professionnelle en réalité. L'idée c'est de prendre de la hauteur, de permettre aux gens de prendre de la hauteur, d'avoir des outils qui leur permettraient de se poser des questions
et donc avec un peu de recul, de juger leur vie professionnelle à l'aune de plein de choses. Au début, je liste des questions justement sur comment vous êtes valorisé dans votre travail. Est-ce qu'on vous valorise? Est-ce que vous avez la possibilité d'être formé? Est-ce que vous avez de la place pour pouvoir apporter de nouvelles idées? Plein de manières qui permettent de sortir de nos roues de hamster dans lesquelles on est. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point il y a une question d'agenda ou pas par rapport à ça. J'utilise ça plutôt comme des leviers, comme des outils pour respirer un peu, pour prendre de la hauteur, parce que j'ai l'impression qu'avec l'accélération, notamment du temps, on a de moins en moins la possibilité de prendre de la hauteur. On a des opinions qui s'entrechoquent, qui fait qu'on s'éloigne en plus, et donc on a des convictions qui sont, et c'est quelque chose que vous avez bien en tête, vous qui êtes un média de débat, pour que les gens se repositionnent sur leurs opinions en conscience. Là, cette question du travail, je crois que c'est aussi comment on réautonomise un minimum l'individu après des décennies de promesses qui étaient de dire, en fait, vous allez travailler que vous vouliez ou non, vous êtes une ressource parmi les ressources pour produire de la croissance, comme si en plus on associait le fait que la croissance était simplement économique, et basta. Et vous terminerez à 60, 62, 64 ans. Mais en réalité, la question de la retraite, ça pose pas le vrai problème, parce que si on travaille 60, 62, 64 ans, 66, 68, 70 et qu'on fait un métier de merde, on continuera à faire un métier de merde. Mais c'est super intéressant parce que en fait, tu es en train de beaucoup d'appuyer sur la question en fait, de la perception et des croyances, et on peut voir là très récemment à notre génération en particulier que les réseaux sociaux ont beaucoup modifié justement ces perceptions de réussite. Il y a toutes les histoires des influenceurs de télé-réalité. Maintenant, il y a les histoires d'entrepreneurs sur Internet, dont même moi, avec ma propre com, je fais d'un certain point de vue aussi partie. Moi, la question que je pose, c'est qui raconte ces mythes? C'est ce mythe, on va dire, de un travail, une entreprise, et gérer ma sécurité financière et mon statut social avec, qui est un peu le mythe de nos parents. Qui les raconte? Est-ce que c'est le marché, les entreprises, l'État, la culture? Je suis jamais très bon pour faire peser la responsabilité sur une seule et même personne comme un grand complot. À la fin, j'essaie de tordre le bras à un mythe qui est celui de dire qu'on a été une armée de réserve et qui, en gros, avec des courants idéologiques hérités des dernières décennies, voire même près de 100 ans, nous disent qu'en fait, nous, les travailleurs, on a fait jouer sur nous le chômage organisé pour nous laisser dans ce sentiment de pression qui fait qu'on accepterait d'avaler toutes les couleuvres, parce qu'en réalité, on sait que le chômage étant de plus en plus prononcé, on aura toujours quelqu'un qui pourrait nous remplacer. Et donc, on accepte cette situation parce qu'on ne peut pas faire mieux. Là, l'idée, c'est de se poser plutôt comme une armée, moi, que j'appelle une armée qui serait au contraire une armée du vivant, une armée qui se rend compte qu'on a des milliers d'heures, et je sens par certains signaux faibles, j'ai envie de l'analyser comme ça, et en tout cas, je décide de manière, c'est vrai, très affirmée, de me lancer un peu sur cette bataille des imaginaires qui est, quoi qu'il arrive, biaisée, en disant qu'en réalité, on le voit notamment avec de plus en plus de témoignages de personnes que j'ai qui travaillent dans les ressources humaines et qui me disent que ces dernières décennies, ces dernières années même, en fait, ça s'est accéléré rapidement. Ce ne sont plus elles qui font passer l'entretien, mais presque les candidats qui font passer les entretiens. Là, ce week-end, j'ai découvert un nouveau terme qui serait le conscious quitting, peut-être que vous en avez entendu parler, avec des études, si je ne dis pas de bêtises, britanniques qui diraient qu'il y aurait un quart potentiellement des travailleurs qui pourraient assez rapidement quitter leur emploi parce qu'elles ont envie d'être plus en cohérence avec leurs valeurs personnelles, et donc trouver une entreprise qui permette d'incarner ça et de le vivre dans leur vie professionnelle. Et donc en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que, à mon sens, on peut se rendre compte qu'on a une manne productive, nous, travailleurs, et que cette manne productive, plutôt que de rester un peu là, piégé, j'ai pas envie de dire que c'est un piège, parce que ça me semble juste manquer un peu d'ambition de se dire qu'on va moins travailler. C'est un bruit qui court en ce moment, il faudrait moins travailler pour moins faire de mal à la planète. En fait, on peut voir l'étape d'après, qui serait de se dire, osons mieux travailler. Mais justement, quand je te parlais tout à l'heure d'agenda politique, je disais, est-ce que si une personne aujourd'hui se sent totalement bien dans le métier qu'elle fait, elle se sent vraiment épanouie, mais que ce métier-là n'est pas forcément en adéquation avec les accords le rapport du GIEC ou autre, est-ce que ça veut dire que cette personne doit arrêter ce métier-là et penser à un autre métier qui aurait plus de sens d'un point de vue écologique? Il y a plein de gens qui effectivement sont fans de bourse ou de crypto, ce genre de choses. Bien sûr. Et en plus, face à vous, je ne vais pas vous dire que je suis le geek ultime, mais j'ai une attirance à la technologie qui fait que tous les matins, je consulte on voit que tu des connais sites bien internet le sujet. et j'ai une culture manga, j'ai une culture de ma génération en réalité, donc je vois bien de quoi on parle. Et j'ai en plus toutes mes incohérences aussi. Pareil, Bien sûr. le matin, moi le premier truc que je fais, c'est
quand j'ai un petit peu de temps, d'aller consulter les actus de la NBA de la veille, quoi. Et la NBA, pourtant, dans le paroxysme du capitalisme, difficile de faire mieux, quoi. Et pourtant, bah voilà, c'est quelque chose, pour plein de raisons d'héritage, d'habitude, etc., que j'arrive pas à remettre en question ou à laisser derrière moi. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'aurais quand même tendance à dire qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui me regardent droit dans les yeux en disant « En fait, moi, mon métier sur technologie pour développer le métaverse me plaît », j'aurais tendance à poser les fameux 5 pourquoi. Si à la fin du 5e pourquoi, je sens dans cette personne qu'il n'y a aucun angle mort, qu'il n'y a pas de déni et qu'il le fait en pleine connaissance de cause, chapeau. J'aurais quand même tendance à dire qu'avant d'arriver au 5e pourquoi, on aura abordé d'une manière ou d'une autre l'urgence écologique, on aura abordé d'une manière ou d'une autre l'urgence sociale, on aura abordé d'une manière ou d'une autre les méfaits de la technologie utilisée comme une fin et tous ces articles qu'on a lus sur le fait que même les géants directement dans les postes de direction de la Silicon Valley qui ne laissaient pas leurs enfants utiliser ces mêmes outils qu'ils développaient, ça pose des questions, quoi. Donc si c'est une personne qui a la vision vraiment éclairée et qui est capable de savoir qu'en l'état, elle ne peut pas faire mieux, mais qu'elle le fait en conscience, en responsabilité, franchement, chapeau, parce que d'année en année, on évolue. Et d'année en année, on se confronte encore à ces incohérences qu'on accepte, qu'on regarde droit dans les yeux en se disant, bah là, en l'état, ça, je ne vais pas pouvoir l'adresser, ça, je ne vais pas pouvoir le modifier. Je sais que je peux avancer sur tel ou tel sujet et je fais du mieux possible. Si c'est une personne dont on sent très vite qu'en fait, entre un peu de déni, un peu de fabrication des informations, un peu de culpabilisation sur je sais pas, les épaules des décideurs économiques ou politiques, des Chinois, d'Elon Musk ou de je sais pas, qui voulait, plus gros que nous, qui nous permet de nous déculpabiliser, bah là, c'est dommage, je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, on n'a plus trop le temps de ne pas affronter notre responsabilité. C'est souvent vu comme quelque chose de très difficile, de très angoissant, de très lourd. Et à la fois, je pense que notamment en se posant cette question des métiers, ça peut être au contraire une première manière de nous libérer. La contrainte, de temps en temps, elle peut être libératrice et je crois que cette responsabilisation, souvent on entend parler de notre société qui est encore adolescente, qui aurait besoin de passer dans l'âge adulte. Je crois que ça fait partie un peu de ce passage à l'âge adulte qui est bienvenu. Et là-dessus, et je sais qu'il y a un terme pour ça qui s'appelle le whataboutisme, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que très concrètement, on peut vraiment balayer le whataboutisme sans se dire que si nous, Français, nous sommes impeccables, bah, inévitablement, on est obligé de se poser la question. C'est une remarque que nous, on a beaucoup eue dans les commentaires quand on a fait des débats sur la question. On est obligé de se faire la réflexion de géants américains ou chinois, de décideurs politiques de pays pas forcément très développés d'un point de vue de leur stade économique qui font que eux, pour le coup, ils ne peuvent pas en profiter. Donc ça parle de justice climatique. Enfin, il y a quand même une complexité d'être en fait tous les mêmes pays sur la même planète qui est en danger. Comment on réussit à gérer ces choses-là même, j'ai presque envie de dire, pour le coup, d'un point de vue, même pas de nous, comment on va intervenir auprès de ces décideurs, mais comment nous, d'un point de vue émotionnel ou intellectuel, on gère cette frustration quotidienne de voir des personnes qui vivent clairement une vie parfois sacrificielle, en tout cas même partiellement, alors que derrière, il y a des gens qui sont en train de faire des allers-retours en jet pour aller bouffer. On a 3 heures de vidéo en vrai, les gars, parce que ça pourrait être le sujet central de l'interview. J'ai plein de choses que j'ai envie de vous répondre, je vais essayer d'être concis. Il y a en général des gars comme Julien Devorex, par exemple, de Sismic. Qu'on va recevoir d'ailleurs. C'est vrai, bon, il y a Thomas Wagner de Bon Pote qui a fait une note de blog, si je dis pas de bêtises, sur ce sujet. Il y a ton téléphone qui sonne et qui doit du coup apporter une réponse très claire à ce sujet aussi. Et il y a plein d'autres personnes qui ont pris Là encore, il n'y a pas longtemps, j'entendais François Gémen dans une interview qui a travaillé sur le rapport du GIEC et qui aussi nous faisait une partie de la réponse. On peut se poser la question de savoir quel est au fond le poids de mes actions individuelles en tant que citoyen, citoyenne. Qu'est-ce que ça va changer? Je crois que un problème du débat public sur le changement climatique aujourd'hui, c'est qu'on le voit encore volontiers de façon binaire. On se dit ça va être gagné ou perdu, on va sauver ou perdre la Terre. Mais le climat, ce n'est pas un problème binaire, ce n'est pas gagné ou perdu. Chaque dixième de degré va faire une énorme différence. Ça veut dire que chaque tonne de CO2 va faire une énorme différence. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on va faire, au niveau individuel ou au niveau collectif, va compter énormément. Et ça, je crois que c'est très important d'en avoir conscience.
moi, en plus, j'ai avant ça une première vie professionnelle qui m'a fait travailler en tant que coordinateur de projet dans les ONG. J'ai travaillé pendant 2 ans ou presque en Colombie, 2 ans ou presque aux Philippines, directement dans les bidonvilles. Donc je vois tout à fait de quoi vous voulez parler. Avec le sentiment parfois, moi aussi, d'avoir travaillé à déployer un développement, et j'utilise des R guillemets, qui est en fait absolument occidentalisé, délétère, avec plein d'idéologies qu'il y a derrière. Et donc cette question-là, elle est hyper difficile. La première, c'est pour revenir par ta dernière micro-question, sous-question de ta question générale, qui était de dire, en fait, moi, tu l'as dit comment, je me frustre, je me sacrifie. Hein, tu disais, je me sacrifie. Moi, à aucun moment de ma vie, désormais, je n'ai l'impression de me sacrifier. En réalité, c'est notre présent qui est décroissant. Parce qu'il est décroissant en humanité, il est décroissant en sens, il est décroissant en engagement politique, il est décroissant en espérance de vie, en bonne santé. Et donc déjà, en bonheur même. En bonheur, en plein de choses. Et donc ça, tu vois, déjà de se dire ça, ça permet de couper l'herbe sous le pied à celles et ceux qui disent non, mais en fait, être écolo, c'est être des amiches ou non, c'est notre monde actuel qui ne tourne pas rond. Et donc maintenant que j'ai utilisé moi ces boussoles, en fait, j'ai l'impression que quand tu le fais en conscience, que tu le fais encore une fois en responsabilité, ça te remplit plus qu'autre chose. Et donc, si tu me donneras la possibilité de faire ou pas le faire, outre l'état du monde, je le ferai quand même, tu vois. Même si on me disait personne ne te regarde, vas-y, t'as $1 million, tu peux aller à Las Vegas. Franchement, je ne changerai rien à ma vie. Maintenant que ça c'est dit, je crois qu'il y a aussi une réponse en général qui est historique. Et là, quand on regarde les 200, 300, 400 dernières années, en fait, nous, en tant que Français, nous, en tant qu'Européens, on a une dette écologique qui est colossale. Et donc, c'est très facile de se dire que maintenant, de mémoire, la France, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Surtout qu'on a une dette écologique, on a une dette coloniale, on a plein de choses qu'on doit affronter aujourd'hui en 2023 qui sont nos responsabilités à nous. Et donc, se dédouaner sur la Chine ou l'Arabie Saoudite, tout ce genre de choses, c'est trop simple. D'autant que les Chinois, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils fabriquent nos merdes, en fait. Ils fabriquent nos trucs, nos bidules, nos machins. Et donc, Chine et tous ces trucs, c'est... Je sais pas, il faudrait regarder... c'est dans le titre. Hein, non, mais tu vois, je sais pas si c'est vraiment majoritairement avec un chiffre d'affaires qui se fait en Chine ou au contraire dans nos pays occidentalisés. J'aurais tendance à penser que ça se fait dans nos pays occidentalisés. Deuxième réponse. Troisième réponse, c'est de dire que en réalité, j'essaie de le dire de manière à apporter un truc un peu différent sur ce sujet, tu vois, mais stratégiquement, on est dans le pays le plus visité au monde. La ville, là, en l'occurrence à Paris, sans doute la plus visitée au monde. Donc, si on veut être un peu fin, si on veut être presque machiavélique, en reprenant la racine de tout ça, en fait, si on veut transformer nos modes de vie, nous, les Français, on a une responsabilité qui est énorme. Parce que la France, comme aucun autre pays, est regardée dans le monde avec ce jeu petit, je ne sais quoi, qui fait qu'aujourd'hui, on véhicule l'image à la française à la Emily in Paris, mais peut-être demain, qu'Emily in Paris ne aura pas des fringues Dior ou je ne sais pas quel truc qui valent une blinde en affichant une surconsommation débridée, mais qu'au contraire, elle se sera mise à faire du woofing dans une bergerie et que elle se déplacera en train de nuit pour découvrir les choses à côté de chez soi, tu vois. On aurait un rôle d'éclaireur en fait. En tout cas, on a un soft power dans nos mains qui est extraordinaire et qui est plus grand que pas mal d'autres pays. Et donc, je trouve que nous, cette responsabilité qu'on a, nous, d'être français par les gens qui viennent, parce qu'on raconte, par l'image de la France, elle est en fait assez démultipliée et donc ça serait dommage de ne pas en profiter en tout cas. Et est-ce que tu sens que c'est justement développé ailleurs qu'en France justement, tu cites des chiffres dans ton livre où effectivement, mondialement, les gens quittent leur travail avec la grande émission aux États-Unis en 2021. Est-ce que justement, tu as l'impression que tout ça avance et justement grâce aux Français, par exemple, qui pourraient avoir l'idée justement de, comme tu dis, de faire rayonner ce mouvement-là de changement de métier, de donner plus de sens, etc. On est carrément suiveurs, nous les Français, pour l'instant, on va se mentir hein, sur ces sujets-là. Je trouve qu'économiquement et politiquement, on ne fait pas rêver. Difficile d'identifier pour moi une idée de qui est le leader, parce que j'ai pas plus du tout, en tout cas, cette vision internationale. On a tendance à dire que socialement, culturellement, au niveau éducatif, on a les pays du nord de l'Europe qui sont plutôt en avance. Là, sur cette question de travailler moins, on a de plus en plus d'exemples qui nous viennent notamment du Royaume-Uni. On a dans les modes de vie alternatifs, je pense, des représentations qui peuvent être assez intéressantes dans certaines communautés des États-Unis, mais pas que. En réalité, je crois que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on va sortir du suivisme dans lequel on est
et le remplacer par plein d'autres inspirations. On ne va pas remplacer le modèle néolibéral par un seul modèle. Et je pense que du coup, l'idée de ne pas avoir qu'un leader, qu'un exemple, mais au contraire, plein de choses qu'on pourrait reterritorialiser, c'est, je pense, plutôt sain et plutôt à l'image du vivant qui, en général, a cette chaos, ce chaos qui permet d'être encore plus résilient, encore plus adaptable. Il y a un truc que tu dis de vachement intéressant sur les jobs un peu techniques où tu prends des exemples de virtual personal shopper ou en gros tu prends des intitulés de jobs qui font très bullshit et tout ce qui va avec. Est-ce que finalement ces jobs-là sont pas en fait le résultat de simplement les innovations qu'on crée sur un marché et après c'est très difficile aussi de juger ces innovations-là en fait, en tout cas a priori parce que certaines innovations sont incroyablement utile pour plein de choses, comme je prends l'exemple de ChatGPT dont tu parlais, c'est incroyablement utile pour tout un tas de choses. D'un autre côté, ça peut être vu avec une face sombre. Qui juge de ça, en fait? Il y a ce chiffre qui a été assez éloquent pour moi et qui m'a fait me poser vraiment des questions sur notre appréciation et l'absence totale de neutralité, de recul sur ces questions technologiques qui, en fait, nous font plus voir du tout les innovations technologiques comme une possible manière d'améliorer nos vies, mais en réalité comme une fin en soi. Il y a eu ce chiffre qui a été partagé par Dell Institute Technologies, je crois que c'était un think tank lié à Dell, je ne sais plus exactement le terme, il faudra fact-checker et on le remettra dans les commentaires si vous voulez bien, qui disait que 85% des métiers de demain n'existent pas. On a tous entendu cette phrase en 2030, 85% des métiers, et je le liste d'ailleurs la dizaine, plus de dizaines, vous ferez le test, vous le mettez dans votre moteur de recherche préféré, 85% des métiers de demain n'existent pas. Vous allez voir que tous les grands médias ont relayé ça, c'est même dans Pôle Emploi Info ou Pôle Emploi Magazine, je ne sais plus. Et là, on le prend comme un acquis. Et en fait, on ne se rend même pas compte que ça vient d'un think tank qui est en réalité biberonné par un grand groupe technologique. Et donc, ça vient directement mettre dans un couloir notre imaginaire, parce que tout d'un coup, on se dit « Ouais, mais en fait, il y a plein de choses qui vont arriver, on ne sait pas. » Et du coup, bah, forcément, virtual personal shopper, coach en intelligence artificielle et tout ça, bon, ça arrive. Ça commence déjà à exister. Hein, tu vois, et donc, du coup, ça veut dire que tout de suite, quand tu commences à faire exister ce chiffre, tu le regardes, tout le monde en parle, donc tout le monde te fait regarder dans cette direction et efface de fait toutes les autres possibilités. Voilà. Moi, je suis là pour dire que personnellement, cette possibilité-là, elle ne m'intéresse pas du tout pour toutes les raisons qu'on a évoquées, sans compter le fait que c'est potentiellement des voies dans lesquelles on ne va pas s'épanouir, on ne va pas créer du lien, on ne va pas se dire que là, profondément, on est dans notre vibration la plus intime, tu vois, en plus. Et encore une fois, au regard des enjeux écologiques et solidaires, ça me semble être même contre-productif. Et donc, comment on fait exister d'autres voies ? Notamment avec ces métiers que je propose, qui à mon sens vraiment incarnent de nouvelles abondances et montrent en plus qu'elles ont été expérimentées. C'est pas éthérique, ça sort pas de cerveau de gars derrière un ordinateur dans une salle de réunion. Là, c'est du terrain que ça vient et je pense que ça, c'est important de le dire. Et qui permettrait aussi, tu vois, de dire que bah, les gens qui vont prendre cette décision le feront de manière un peu plus conscientisé. Il y a un moment, enfin là tout à l'heure tu disais il y a des alternatives au néolibéralisme qui doit s'implémenter un peu partout. Et la question que je veux te poser c'est est-ce que justement c'est pas possible que dans notre néolibéralisme actuel on puisse trouver du sens et on puisse aussi on va dire trouver avec ce que certains appellent la croissance verte. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que attendez. Vous n'avez pas posé la question à François Gémen, il le dira mieux que moi. Et il y a plein d'autres personnes, et du coup la réponse est que malheureusement pour l'instant il n'y a aucun moment où on a réussi à montrer que le capitalisme, le néolibéralisme, il arrivait à décorréler sa croissance économique de sa production de gaz à effet de serre. Ça n'existe pas. Et donc pour l'instant on continue chaque année à émettre toujours un petit peu plus à l'échelle mondiale de gaz à effet de serre. Ça ne marche pas, on n'arrive pas à décorréler les deux courbes et donc l'effet rebond, de toute manière, est trop dramatique. Il faut revenir à la racine de pourquoi là on va droit dans le mur. Et je pense que l'une de ces racines de ce nœud-là, c'est parce que par manque d'humilité, par aveuglement, par je sais pas quoi, on s'est sorti du vivant et on pense qu'on est au-dessus de ce vivant et qu'on peut en disposer comme on le souhaite et qu'on est supérieur à ça et je pense qu'il y a besoin de faire preuve de cette humilité-là et l'humilité de reprendre notre place parmi le vivant, elle nous fait nous dire que générer de la croissance et de la richesse économique en niquant la planète et tous les équilibres qui ont mis des milliards d'années à se mettre en place, c'est juste débile, quoi. C'est débile et en plus à court terme c'est complètement en fait cinglé. Donc, Est-ce que ça pousse pas à plus d'État aussi cette logique-là?
qui est quelque chose en France, on sait que c'est une des grosses plaintes qui avait notamment émergé pendant les Gilets jaunes et qu'on peut voir dans pas mal de courants de pensée, qui est que l'État est omniprésent. Ça ne veut pas dire qu'il fait que du mal, mais il est omniprésent et qu'on voit là le bras droit fait avec la réforme des retraites, que ça peut être très pesant en fait de dépendre à ce point-là de l'État, y compris sur des choses aussi importantes que le fruit de son travail comme la retraite. Est-ce que la planification écologique ou cette considération, cette crise qu'on vit aujourd'hui, elle va nous pousser inévitablement à plus d'État pour justement plus de clarté, de régulation et de contrôle? C'est une super question. Franchement, il y a plein de personnes qui prennent la parole sur ces sujets, qui sont encore une fois bien plus compétentes que moi. J'aurais tendance à dire qu'intuitivement, effectivement, on va avoir besoin de planifier. Et donc, on peut planifier à différentes échelles. On va se rendre compte, encore une fois, et ça, c'est pas moi qui le dis, et François Gemène, dans la dernière interview que j'écoutais, je le cite beaucoup aujourd'hui, mais c'est parce que c'est tout frais, disait qu'en fait, le dérèglement climatique, la hausse des émissions de gaz à effet de serre, elle n'a pas de frontières. Donc, idéalement, il faudrait qu'on arrive à en discuter mondialement. Et c'est difficile à faire, parce que comme vous l'avez très bien dit au début de l'interview, il y a des États qui, eux, sont en plein boom, avec des gens qui ont envie de changer de niveau de vie et qui ont le droit de le faire, puisque nous, ça fait des centaines d'années qu'on se le permet, et donc ça serait injuste que de leur refuser ça. Et à la fois, peut-être que nous, on peut profiter de l'avance qu'on a prise d'une certaine manière. C'est pas une avance vraiment mesurable dans le bon sens du terme, mais on va dire chronologique, pour leur dire, bon, il y a plein d'endroits où on s'est planté, les gars, si vous voulez, prenez les rallongis, nous là, on est en train de revenir. Petit warning sur la surconsommation, petit warning sur l'omniprésence des écrans, petit warning sur la surtransformation de notre nourriture, etc., etc. Ça, on le remet à côté. La planification, on a un haut conseil dont j'écorche toujours le nom, mais qui justement prend de la hauteur sur ces enjeux climatiques. Je sais que Jean-Marc Jancovici y est associé avec d'autres personnes et qui, en l'occurrence, en ce moment, passe son temps à dire que l'État ne fait pas suffisamment. Alors, ce jeudi 26, nous avons tenu un conseil de planification écologique. Ce conseil, comme je m'y étais engagé, avait pour but de faire à la fois l'état des lieux de où nous en sommes en termes d'émissions, ce que nous avons fait comme effort ces dernières années, et puis de ce qui nous reste à faire pour atteindre nos objectifs en 2030 et en 2050. Et donc quand on regarde les choses, vous le voyez sur ce graphique, on a en gros les transports qui représentent 30% de nos émissions, on a ensuite l'agriculture qui représente 19% de nos émissions, l'industrie qui représente 19%, on a ensuite un quatrième bloc qui est le domaine du bâtiment. On a l'énergie qui représente 10% de nos émissions de gaz à effet de serre, avec essentiellement presque la moitié qui est la production d'électricité, celle qu'on produit encore avec du fossile. Et puis le reste, environ 3% de nos émissions, ce sont les déchets. Peut-être que ça pourrait être un institut comme ça, un peu en parallèle. Il y a Mathieu Baudin qui a créé l'Institut des futurs souhaitables, il l'a cofondé en réalité. Lui qui milite pour un ministre du temps long, une sorte de super ministre qui aurait toujours en tête les peuples futurs, pour faire en sorte que dans le présent, on prenne les bonnes décisions à l'échelle plus territoriale, plus ancrée. Je pense qu'on a besoin de revenir conseil constitutionnel ou de vieux sages. Ouais, peut-être, un truc un peu comme ça, effectivement. Je pense que, de toute manière, planification, pas planification, omniprésence de l'État ou pas, tant qu'on n'aura pas plus de justice, on n'arrivera pas à accepter les contraintes, surtout quand elles sont présentées comme simplement une fin et non pas comme un moyen, encore une fois, de viser d'autres abondances. Donc on a besoin de plus de justice. Et je pense que aussi, là, le dernier écart, entre ce qui s'est passé aux élections municipales, avait quand même un engouement assez fort pour les partis qui prenaient ce retour parmi le vivant, et les élections nationales où on a vu une débâcle totale de peu de candidats qui se mettaient à la hauteur de ces enjeux. Ça montre qu'il y a peut-être un besoin de reterritorialiser ces décisions à l'échelle d'une commune. On amène beaucoup en ce moment le concept de biorégion, par exemple, qui pourrait peut-être être pertinent pour sentir qu'on appartient. Je crois qu'on a peut-être besoin de ce sentiment d'appartenance un peu plus ancré, un peu plus qui nous permette de faire société à échelle plus humaine, peut-être aussi. Je n'ai pas de réponse, parce que là, on sort en plus de centaines d'années de cette centralisation à la française, qui, je pense, ça fait beaucoup de mal et dont on aurait beaucoup de choses à dire aussi. Et là, moi, c'est pas du tout un sujet que je maîtrise. Et qui est très culturel en plus, donc difficile de s'en détacher. Complètement, ouais, complètement. Et donc, la réponse que je vous fais est pas du tout la même que même aux États-Unis, où eux, ils ont cette conscience de l'État, mais en fait qui existe tout à fait en Allemagne aussi, et donc on a une vision historique dont il va falloir se défaire une bonne fois pour toutes. Ouais.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que notre sponsor pour cette vidéo c'est Cambly, que vous avez un lien juste ici en description dans lequel vous pouvez bénéficier d'un cours d'essai gratuit et 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, que ce soit sur les cours individuels ou en groupe. Pensez à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner pour nous soutenir, c'est super important. Portez-vous bien, salut!